27 ans, 10 saisons sur le circuit, et toujours aucun grand chelem pour Alexander Zverev, mais que se passe-t-il concrètement avec l'abominable saucisse germanique? C'est la grande question de cette vidéo, la blessure tragique de Dimitrov et mon grand angle sur le choc de la nuit entre Sinner et Medvedev. C'est le programme judiciaire de ton nouveau digest de l'US Open. N'hésite pas à claquer ton plus beau pouce et à t'abonner, et on attaque juste après ça. Allez, on attaque ce côté réseau avec le cas Zverev. On va aborder ça, ça va être le fil rouge de notre vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec Alexander Zverev? Pourquoi toujours aucun grand chelem à 27 ans, 10 saisons déjà sur le circuit? Quand il arrive en 2016, 2017, 2018, on est persuadé qu'il va remporter un grand chelem là, ces prochaines années. Je vais tenter avec vous d'énumérer les raisons qui expliquent tout ça. D'abord, la première, elle est évidente, c'est le diabète de Alexander Zverev. Très difficile d'avoir de la continuité dans tes performances quand tu es sans cesse en train de checker ton niveau d'insuline. On voit dans ses performances parfois il y a un manque d'énergie, c'est criant. Vous l'avez vu par exemple aux Jeux Olympiques cette saison. L'autre aspect important, ce sont ses affaires judiciaires. Avec un procès pour violence conjugale réglé à l'amiable cet été, il est d'ailleurs toujours en procès là avec le journaliste qui a sorti l'information avec Olga Sharipova, c'est Ben Rothenberg, le journaliste. Il est encore d'ailleurs en procès du coup. Et un autre point important pour comprendre la situation d'Alexander Zverev, c'est qu'il n'y a pas de construction de pic de forme avec lui au niveau des grands chelems. Vous le voyez au niveau du prize money, hein, c'est le 5e joueur qui a récolté le plus de prize money de l'histoire. On a un joueur qui chasse les garanties, qui joue semaine après semaine, et regardez, l'année prochaine, il va jouer le Golden Swing. Ça n'a pas grand sens, sauf si tu cherches le pognon. On sait que les garanties pour le top player sur cette tournée-là, c'est de l'ordre du million. Et même si Zverev a remporté dans sa carrière 6 Masters 1000 et 2 ATP Finals, il manque encore ce grand chelem, et l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est encore passé à côté contre Fritz, c'est son manque de lucidité, son manque de clairvoyance sur ce qu'il propose sur le court. On va le détailler d'ailleurs d'ici quelques instants. Il a expliqué, et vous allez le voir, on va démonter ce qu'il dit en conférence de presse. Mon revers, je ne me souviens pas avoir frappé mon revers aussi mal depuis que je suis sur le circuit. Je ratais des coups qui étaient au milieu du terrain sans rythme. Et vous allez le voir, c'est pas un problème technique, c'est pas le problème du revers, c'est un problème mental, c'est l'éternel problème de la passivité chez Alexander Zverev. Et il le dit, mon coup droit était bon en fait. On va en discuter. Avant de passer à ce match, nous avons retrouvé le sourire avec Roger Federer qui était présent sur le Grigor Dimitrov versus Frances Tiafoe. Chat noir d'ailleurs je pense pour Grigor, qu'on appelle Baby Federer depuis le début de sa carrière. Ça faisait zizir nonobstant de revoir Roger sur le court Arthur Ashe, lui qui a remporté 5 fois consécutivement l'US Open. C'est le dernier d'ailleurs à avoir remporté au moins 2 fois consécutivement ce tournoi, c'était en 2008. Ok, passons au match entre Taylor Fritz et Alexander Zverev, 2 des 4 meilleurs serveurs du circuit actuellement selon les stats avancées disponibles sur l'ATP, donc forcément c'est un match qui allait se jouer sur les micro-détails, sur la capacité à articuler un jeu agressif dès le +1. Et ce qui est intéressant, c'est que des deux côtés, on basculait aussi parfois sur une stratégie hybride, c'est-à-dire plus de passivité, plus de langueur dans les rallyes, avec des joueurs qui pouvaient se positionner, et surtout Zverev à 4 mètres de la ligne de fond, à envoyer des ronds, à attendre en fait la faute de l'adversaire. Donc on avait vraiment cette stratégie bicéphale hier soir. Sur le premier set, c'est Fritz qui est devant au point, il s'est octroyé 4 balles de break, aucune convertie, avec parfois d'ailleurs un petit peu de passivité sur ces points importants. Il a perdu simplement, tenez-vous bien, Taylor Fritz, 3 points sur sa première balle sur l'ensemble du premier set. Et ce qui va se passer avec Alexander Zverev, et contrairement à ce qu'il a dit en conférence de presse sur sa performance, c'est le coup droit qui va complètement exploser dans le tie-break de la première manche. Et il a un problème au niveau technique, Zverev, sur son coup droit, c'est qu'il a du mal parfois à réinjecter du pace, à réinjecter du rythme sur des balles qui sont un petit peu sans vie au niveau des épaules, et surtout côté coup droit. Zverev qui va se procurer, enfin, vous allez me dire, une balle de break là sur le 8e jeu de la deuxième manche, avec une capacité à stabiliser. Ça c'est super important quand tu affrontes un gros serveur comme Taylor Fritz, c'est-à-dire que tu vas éventuellement bloquer sur la première balle adverse, et ensuite dès le +1 de ton retour, il faut du volume, il faut de l'agressivité. Zverev qui s'envole dans la deuxième manche avec une belle stabilisation et agression, vous l'avez compris, sur ce jeu, et ensuite à son aise avec ses jeux de service. On arrive au début de la troisième manche, et encore une fois on va retrouver la faille d'Alexander Zverev qui va s'exprimer avec ce coup droit. Encore des grosses fautes, 3 fautes en coup droit
pour donner ce break. Donc le tie break, le début de la troisième manche, c'est le coup droit qui a queené, et là où Fritz a été malin, je trouve, c'est qu'il a varié les effets, il a varié les zones, il a pas toujours donné la même balle, parce que Zverev adore ça, hein. Il se nourrit de la cadence et de la répétition. Allez, on arrive au moment clé, au moment pivot de ce quart de finale entre Fritz et Zverev. C'est ici, Zverev qui a débreaké, qui se retrouve en position idéale sur son coup fort, sur son revers. Alors il a dit dans la conférence de presse, j'y arrivais pas au niveau du revers, je savais pas trop quoi faire. Il est ultra passif, il est sur l'arrière, il est sur le reculoir, il est tendu comme une arbalète. C'est dans la tronche que ça se passe avec Zverev également. C'est que c'est un gars, quand ça compte, quand c'est important. Et du coup, la friteuse qui va s'engouffrer dans la brèche sur le jeu suivant avec 3 fautes directes, encore une fois en coup droit, et ça va pêcher sur le revers in fine pour donner le break fatal à Fritz. Dans le tie break de la quatrième manche, Fritz qui va être convaincu, on sent au niveau du langage corporel, de son attitude, de ce qu'il a montré sur le court. Il savait, il pensait qu'il pouvait battre Zverev, qu'il avait déjà battu à Wimbledon d'ailleurs cette saison, et surtout je voulais pointer chez Fritz une autre de ses qualités, c'est son revers. Je trouve qu'il a un revers qui est très sympa, hein, pas piqué des hannetons, capacité à ajuster des passings délicieux, et même parfois si nécessaire, hein, il est capable d'appuyer sur le champignon en long de ligne, s'écraser également dans la Diego avec son revers. C'est un coup qui est sous-coté dans l'arsenal de Fritz. Et pour terminer sur cette partie, dernier point très important, la passivité, j'insiste, c'est super important. J'entends jamais Zverev parler de ça, j'entends jamais dire Zverev, ouais bah mentalement, j'ai explosé, j'ai été passif, j'ai rien fait sur cet échange, j'ai laissé Taylor Fritz articuler ses agressions avec son coup droit comme ici. C'est ça qui fait défaut à Alexander Zverev, c'est pas 2-3 fautes directes en revers sur son coup fort. Non, c'est pas ça. Et une question qui se pose pour nous d'ailleurs, est-ce que Zverev est le meilleur joueur de l'histoire à n'avoir toujours pas remporté de Grand Chelem? Moi je suis pas loin de le penser, hein. Évidemment, on peut penser à Rios, on peut penser à Miroslav Messire, on peut penser à David Nalbandian également. Allez, on enchaîne en vitesse avec le Tiaf versus Grigou, et quelle déception ce match, quelle déception du côté de Dimitrov qui a pas mouliné du tout les jambes au début, on sentait il était tendu comme une arbalète, c'est un peu l'histoire de sa vie ce match. Vraiment, l'autoroute, Tiafoe, Fritz, pour aller en finale d'un Grand Chelem. Enfin, rendons d'abord à Frances ce qui appartient à Tiafoe, avec une belle lecture des situations, je trouve, montée un petit peu à contre-temps ici. Il sait, il comprend que Dimitrov va passer sous la balle, du coup il va avoir une volée accessible juste derrière. Mais Dimitrov qui était victime d'une Jean-Michel apathie sur le début de la rencontre, c'était hallucinant. Ici par exemple, il va bloquer le pied, mais 1h30 avant de jouer son coup, donc forcément il n'est pas bien ajusté au niveau de son plan de frappe, au niveau de sa position corporelle, la balle qui va s'échapper en largeur. Et il y a des signes qui trompent pas non plus, par exemple deuxième balle ici qui va accrocher la ligne, il s'arrête de jouer, genre bah j'ai perdu le point, tant pis c'est pas grave, c'est quoi ce manque de grinta? Tiafoe qui est toujours très bon pour mettre la pression sur les deuxièmes balles de ses adversaires, Dimitrov qui est à 37% simplement, mais on peut le dire aussi, il s'est liquéfié tout seul, 2 doubles fautes ici consécutivement dans cette situation. Un set, un break. Et même si Dimitrov va réussir à chipper le tie-break de la deuxième manche, ça va être fait au prix d'un scénario rocambolesque avec 2 doubles fautes consécutives pour Dimitrov sur balle de 7, service ensuite pour Tiafoe qui va donner le set sur une double faute dans la troisième manche, et surtout dans la quatrième, eh bien Dimitrov qui va se blesser au niveau de la cuisse, même cuisse gauche qui lui avait posé problème à Wimbledon, il avait abandonné, donc double abandon en Grand Chelem, et bah, j'ai envie de dire une performance, un match, un scénario qui raconte à merveille la carrière de Grigor Dimitrov. On enchaîne avec le coin prono sponsorisé par les Winamax de Winamax. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour la première inscription sur le site de Paris Sportif de la Leyenda, offre exclusivement réservée aux adultes consentants. On a un programme ce soir et surtout le grand match, la finale entre guillemets avant l'heure entre Yannick Sinner et Daniil Medvedev. Les cotes de cette rencontre sont Sinner largement favori à 1,33, Medvedev à 3,45, et je vais vous proposer 3 clés de compréhension pour bien anticiper ce qui va se passer. Vous le connaissez, mais on va insister là-dessus quand même. Le head-to-head entre les deux hommes, il est très marrant parce que Medvedev avait remporté 6 matchs, donc il y avait 6-0. Ensuite, Sinner qui remporte les 5 matchs suivants, et Daniil qui a arrêté l'hémorragie à Wimbledon cette saison. Le duo de match le plus important entre les deux joueurs, c'était à Pékin et à Vienne en fin d'année dernière, avec ce néo-Sinner qui était enfin capable de ne pas exploser à l'échange contre Daniil. Un Sinner à partir de cet événement qui était plus clutch, plus construit, plus vigilant également à l'échange, et la première clé de compréhension pour vous, ça va être l'agression immédiate. Sinner a priori bien physiquement, et du coup on peut imaginer que Daniil va essayer de mettre en place un plan de jeu relativement agressif, comme il avait pu le faire par exemple à Melbourne en début de saison. Ça avait très bien marché sur
sur les 2 premiers sets. J'ai bien aimé d'ailleurs à ce titre la stratégie de Paul sur le premier set contre Sinner avec une agression immédiate, des redirections, très rapides à l'échange, l'utilisation du contre-pied également qui peut faire mal à Sinner. On sait que la hanche, il y a une petite faiblesse, donc ça peut être intéressant. Medvedev, le match à Wimbledon, il avait aussi utilisé la défaillance physique de Sinner pour l'embourber dans des gros rallyes, donc faudra voir si on a une stratégie hybride ou surtout agressive. Il y a une nouvelle méta aussi en tennis, là ces derniers mois, on l'observe, c'est la modulation au niveau des positions de retour, ça vient de pas mal de joueurs, mais Daniil est l'un des pionniers dans ce secteur, avec ce qui s'était passé contre Hurkacz à Melbourne en début de saison, où il s'était, contre toute attente, rapproché de la ligne pour envoyer Ubi, et depuis il navigue entre des positions reculées et des positions plus agressive. Ça aussi, ça va être important pour rentrer dans la cervelle de Sinner. La deuxième clé de compréhension pour moi, ce sont les steals, les vols entre guillemets. Donc ce sont des points que vous arrivez à remporter alors que vous êtes en position très négative dans un échange. Donc vous retournez un échange. C'est le genre de match qui va se jouer sur les points volés en bout de course. Et là, les deux joueurs, ils sont géniaux dans ce secteur. Donc les points clés, les points momentum, ça va être à surveiller. Ça va être très important sur ce profil de rencontre. La troisième clé, c'est le service, évidemment. Sinner qui passe assez peu de premières sur ce tournoi. En fait, il est en dessous de sa moyenne sur cette saison 2024, sauf face à O'Connell. Donc il n'a pas un pourcentage de premières qui est sidérant. Medvedev est à 35 doubles fautes en 13 sets joués. Donc on est environ à 3 doubles par set. Alors ça veut tout et rien dire, parce que si tu fais une double faute à 40-15 et que tu sers un ace derrière, ça va. Mais si tu fais une double faute sur une balle de break, ce qui arrive souvent à Daniil, si tu fais une double faute en fin de set à 5-4, tu te mets dans la sauce et ça va être impératif pour les deux hommes de s'économiser, d'avoir des points faciles, des points gratuits avec des services gagnants, des aces, ça ce sera important. J'ai une question aussi au niveau stratégique, c'est quelle option pour Medvedev sur ces +1 si Sinner retourne de manière très agressive, très compacte dans les pieds. Et je l'ai dit en introduction, on sent quand même, on pressent que le vainqueur de ce match sera le vainqueur de cette US Open, donc il y a une dimension supplémentaire au niveau mental. Il a une expérience dans ce secteur, Daniil, et ça peut être pour lui la dernière fenêtre de tir pour remporter un deuxième majeur. Du coup, je ne suis pas aussi vindicatif que les books sur cette rencontre. Je vois Sinner favori à 62-38. On enchaîne rapidement sur le Draper. Alex de Minaur, et là on a une occasion en or pour les deux loustiques d'aller faire une demi-finale en Grand Chelem, surtout pour Alex de Minaur qui tourne autour du pot cette saison. 2 quarts de finale, dont un qui n'a pas pu jouer à cause de blessures, un 8e de finale également. Draper qui est fantastique depuis le début de la quinzaine, aucun set lâché pour le frérot. Monstrueux, vraiment, dans la prise de risque et dans la prise de vitesse, que ce soit coup droit ou revers. Mais attention, hein, de Minaur, c'est la barbelade, c'est la capacité à transitionner et à contrer, à imposer aussi son jeu si nécessaire parfois. Il a pris du volume, du muscle, Alex de Minaur, cette dernière année. Plus d'expérience aussi, je pense, pour de Minaur, pour gérer mentalement les aléas d'une partie comme ça à de telles hauteurs. Et est-ce que Draper va pouvoir conserver cette forme de légèreté qu'il a accompagnée depuis le début du tournoi? Ça, je suis curieux par rapport à ça. On a vu par exemple Marac complètement se liquéfier dans des circonstances à peu près similaires. Il est à 10 coups gagnants par set en moyenne, l'anglais. Je vois donc une victoire d'Alex de Minaur, favori pour moi à 58-42. On se retrouve demain pour débriefer ces deux rencontres. Moi, je vais aller foncer dans mon pieu. L'énergie commence à baisser un tout petit peu. Donc je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mangez des burgers, sans pain, sans tomates, sans rien, pas de pain, pas rien, pas de burger en fait.